People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! Ese me paró para esto. Yo nací para esto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Slasher. Aujourd'hui, recap de l'UFC 221 et de la mort de Luke Rockhold avec mon cher Rust. Salut Rust, comment vas-tu? Yo, ça. Toujours au top. Trêve de blabla. Ça s'est terminé salement par KO pour notre poster boy préféré. Bah écoute, ouais, ton pronostic était on point, puisque On c'est point. exactement au round press que tu avais prévu. Et ben voilà, c'était donc l'option 2, à savoir meurtre par préméditation de Romero. Et quelle prestation, parce que on en reparlait juste avant le podcast, la finition est terrifiante. Donc on parle d'un énorme overhand left par-dessus la garde comment dire, on a entendu la tête claquer. Et le deuxième où on pose, donc Romero pose la tête pour bien maintenir et bien aspirer comme un détracteur. Sur la large petite de- mèche. Oui, voilà. Donc Tintin, on oublie, et énorme parpaing, mais celui-là, vicieux. On parle presque, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu, Mirko Cro Cop avait fait exactement le même genre de bail contre un ex-catcheur qui avait rien à foutre avec Mirko Cro Cop, Alberto Del Rio, Oh là là. qui avait mis un énorme high kick du gauche, et en fait, et là c'était vraiment pleinement conscient, c'était pas dans le feu de l'action parce qu'on Non. parle de Cro Cop et qu'il est croate, et il lui avait mis un deuxième, mais juste pour faire bonne mesure. Mais il n'y avait pas la main sur la tête quand même. Il n'y avait pas Il n'avait pas la main sur la tête. Donc là, comment dire, Romero a pris d'aversion et il en a fait une 2.0, et c'est juste vicieux. Alors on en pense ce qu'on veut par rapport à, comment dire, la bienveillance de Romero ou pas. Personnellement, je Hello you boy, I love you. Ah oui. Mais parce qu'en plus c'est un tricheur, donc quelque part, si on relie les points comme quand on était petit, ben, je pense qu'à mon avis ça fait un truc pas super net, tu vois. Non. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut séparer l'artiste de ses déboires. C'est que la performance monstrueuse, vraiment monstrueuse. Magnifique, mais il convient toutefois de reconnaître que notre très cher Luke Rockhold n'a pas fait le combat qu'il aurait dû faire. Enfin, je veux dire, il y a eu l'exemple Whittaker juste avant qui n'avait pas laissé respirer Romero, et là, Rockhold qui avait assez bien démarré, qui touchait même avec les jabs, mais qui s'est montré finalement assez passif et laissant le combat venir à lui. Ce qui, on le sait tous, il ne faut pas faire ça contre Romero. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est excès de confiance encore? Non. Ça peut Ah pas non, être- à mon avis, Bah c'est non. l'inverse. C'est En ça. fait, je pense que ce qui a dû se passer, et si on décrypte un peu, comment dire, la manière dont il avançait, Ouais. les coups qu'il mettait, et même son langage corporel général, pour moi, en fait, tu vois, tu faisais la comparaison avec Whittaker. Whittaker, quand il a combattu Romero, et c'est là où c'est vraiment le mieux, et où on a les meilleures versions en termes de confiance des combattants, c'est quand il s'élève vers le sommet, vers le titre. Et je pense que Whittaker avait une confiance en lui qui lui permettait d'engager avec confiance ses combinaisons et de battre en retraite avec confiance, en sachant qu'il peut mettre le bon coup avec la bonne puissance, etc. Et avec Rockhold, je pense qu'en fait, il y a eu tellement d'appréhension, et je Tout à ne fait. sais pas si on peut dire que c'est le chaos de Bisping, s'il est vieillissant, je ne sais pas. Oui, C'est bah le possible. passif, ne serait-ce que le passif en striking. Et, ouais. Et à mon avis, tout ce passif a fait qu'en fait, et ça se sentait, en fait, les premiers rounds, il avançait un petit peu sur Romero, mais on sentait qu'il était vraiment timide. Les low kicks, il ne les mettait pas vraiment, il n'engageait pas quand il mettait les combinaisons des gauches, des droites, tout ce qu'on veut. Et même, donc, il était un peu timide en tant qu'attaquant qu'offensif. Et lorsqu'il y a eu ces explosions, ces bursts de Romero, il y en a eu une d'abord, et je crois qu'il y en a eu quelques-unes avant Ouais. le KO. Vraiment, tu sentais qu'on croustillait à chaque fois. Ouais. On sentait que Rockhold n'avait pas les bonnes réponses. Tout à On sentait qu'il n'avait vraiment pas la confiance, et du coup, ça se transmettait aux spectateurs, tu vois. Ah non, c'est terrible pour lui. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant finalement pour Rockhold? Le positif, je trouve, pour cette défaite, c'est que il a perdu face à des faiblesses qu'on connaissait déjà et donc on avait présenté dans le podcast avant. Donc quelque part, il sait un peu plus encore sur quoi il doit travailler. Et là, c'est quoi l'avenir? Weidman? Jacare?
À mon avis, je pense pas. Je pense Ok. que ce qu'il avait pour projet et ce dont il parle déjà Ouais, depuis un petit moment, mais- c'est de monter en light heavyweight. Mauvaise idée, mauvaise idée. Alors, ça peut être une très mauvaise idée, tout comme ça peut être la seule bonne idée. Dans le sens où s'il reste en middleweight, là, il est vraiment en train de... Tu vois, il a vraiment les pieds dans les sables mouvants et j'ai l'impression que plus il bouge, plus il est dans la merde, tu vois. Et puis il chasse sa gloire d'antan, enfin, il peut pas y avoir de progrès par rapport à ce qu'il a déjà fait. Ouais, là, enfin, on sent que techniquement, il est au point, on sent qu'il a l'expérience, qu'il est affûté, mais honnêtement, je pense que je ramène tout à ça, mais c'est parce que je pense que c'est vraiment central. Ce problème de confiance qu'il n'a plus et qui ne lui permet plus d'asseoir son jeu Ouais. avec vraiment, en utilisant de façon optimale tous les outils qu'il a à disposition, il n'y a plus le facteur intimidation qu'il avait avant. Tout à fait. Et même si techniquement il est toujours au point, je pense que les middleweight ont un petit peu, comment dire, ils ont pris des notes et je pense pas qu'il pourra faire grand chose de plus en middleweight. En revanche, le seul qui me vient à l'idée, c'est Chael Sonnen quand il est monté en light heavyweight et qu'il a battu Shogun. Ouais. Ça n'a pas été après impressionnant. Il s'est fait défoncer par Rashad Evans et John Jones, mais on sentait qu'en montant d'une catégorie, il était, je sais pas s'il avait fait passer son jeu à un niveau supérieur, mais en tout cas, il avait vraiment fait des changements qui lui permettaient de voir les choses avec un œil nouveau. Et à mon avis, Rockhold, c'est peut-être la meilleure solution maintenant. Moi, ce qui m'embête avec Rockhold, c'est qu'il est tellement fort que c'est pas quelqu'un, voilà, à la Chael Sonnen, dans le sens où il peut se permettre de monter en light heavyweight. Tu sais que Chael Sonnen, c'est un mec qui est dans le classement, mais qui vise pas vraiment le Graal. Ouais. John Jones, si un John Jones Gustafsson, ça me fera très très mal de voir ça, tu vois. John Jones, Rockhold John... un Gustafsson, pardon, un Gustafsson Rockhold. Oui, mais je sais pas en fait. Hein. La boxe de Gustafsson. Oh, yeah. Ouais, je sais, mais très honnêtement, en plus, stylistiquement, ce serait intéressant parce que Gustafsson, et pourtant, il est très grand, il pourrait utiliser ses kicks, etc. Mais il reste quand même très axé anglaise. Ouais. Et du coup, alors par contre, je sais pas comment ça se déroulerait, sachant que Gustafsson maintenant est constamment sur le reculoir et que Rockhold est timide, ce sera un combat peut-être un peu chelou. Mais au niveau style, le kickboxing de Rockhold et l'anglaise un peu variée, donc ça peut faire un combat intéressant. Au niveau gabarit, on sait Oui. pas ce que Rockhold donne dans la heavyweight. Gabarit Mais- en soi, c'est bon, mais moi, c'est plutôt la striking defense de Rockhold qui me fait peur. Et concrètement, j'aurais même peur aujourd'hui d'un Gastelum contre Rockhold, en fait. Oui, ouais. Tu sais, on est vraiment entré dans cette ère où on commence à vraiment craindre pour le menton du combattant Voilà. plus qu'on a envie de le voir, tu vois. Ça me fait chier, tu vois, de le comparer, mais j'ai vraiment l'impression maintenant de voir Overeem ou de voir ouais. presque Fedor, et ça m'ennuie vraiment. Mais c'est vraiment, tu vois, maintenant pour moi il est dans cette catégorie de combattants où t'as qu'une envie, c'est de les voir en action parce qu'ils sont capables de te montrer une palette et un vocabulaire technique absolument sublime. Et c'est les combattants les plus beaux à voir se déplacer, à voir combattre, etc. Mais on sera constamment, en fait, en mode waouh, c'est magnifique, mais quand même, mais fais gaffe. Et tu vois, t'en profites plus de la même manière. Donc je sais pas. Franchement, c'est vrai que je sais pas. À voir. Bah, va falloir qu'il change, qu'il se réinvente encore. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu quand même des progrès avec Henry Hooft. Notamment, moi, j'ai trouvé sur son job qui était quand même beaucoup plus efficace qu'avant. Donc, Ouais, bien. poursuivre là-dedans. Et puis, ouais, on espère que ça ira mieux pour notre ami Luc. De toute façon, ça peut pas être pire, grosso modo, que le chaos qui s'est pris là. Hein, parce que... Ça peut pas être pire. Non, en termes de. Mais ça peut pas être pire, mais c'est quand même dingue. Parce que là, Romero, entre Weidman, Tim Kennedy, ils combattent que des mecs où, juste après, tu te dis, bon, l'avantage pour eux, c'est que ça peut pas être pire. Ça donne une idée de où il en est du Mont Rushmore, ce mec. Mais justement, donc Romero, on va parler de son avenir, le gars a quand même réussi, c'est ça que je trouve dingue, c'est quand il y avait eu le combat Weidman-Rockhold, on se disait, ces deux-là, c'est le futur, c'est le nec plus ultra de la catégorie, les deux C'est mecs vrai. se sont pris des KO de l'espace par un gars de 40 piges, dont personne ne parle finalement. Enfin, maintenant, on va en parler un peu plus, mais ça reste toujours l'outsider, le gars qui est en dessous du radar, enfin en dehors, Ça pardon. reste le gars qui, normalement, au bout d'un moment, ralentit, Ouais. sauf qu'en fait, il ralentit jamais. Voilà. C'est vrai que ouais, c'est carrément bien vu, en fait, le fait que
il combattait en lutte en 99, il est encore là en 2018. Il y a quelques années, on disait de Rockhold et Weidman que c'était le futur, et c'est encore lui aujourd'hui qui distribue les gommettes et qui montre un peu qui est taille patron. C'est hallucinant, c'est clair. Et en plus, non seulement physiquement il est au point, mais en plus tu me disais il y a quelques temps que, et ce qui est vraiment, vraiment bien vu de la part de Jack Slack, que en fait c'est aussi parce que Romero, s'il est capable de faire tout ça, c'est que c'est un peu une personnification du MMA, dans le sens qu'il respire le MMA. Tout lui vient naturellement et instinctivement, et il a presque pas besoin de réfléchir pour prendre la bonne décision au bon moment, simplement parce que il est connecté de manière à toujours faire le bon coup, la bonne esquive, le bon déplacement au bon moment. Et c'est vraiment un honneur, ce qui est bizarre d'utiliser ce terme alors qu'il triche impunément à chaque fois, tu vois, mais c'est un honneur de voir un mec comme ça dans une vie, tu vois. Vraiment. Oui. Et puis même lui, en tant que personne, il est vraiment béni dans le sens où, par exemple, là, contre Rockhold, il n'a pas utilisé sa lutte, alors que, rappelons-le, champion du monde de lutte, médaille d'argent au JO 2000, il n'a pas utilisé sa lutte. Son striking est loin d'être propre, mais il est tellement imprévisible, tellement inventif, que peu importe ce qu'il fait, ça déstabilise n'importe qui. Et après, et en plus, je sais même pas si on peut dire que son striking n'est pas propre. En fait, c'est un peu ce vieux dilemme il a un style dégueulasse, mais pourtant, en fait, il défonce tout le monde. Un peu comme, tu vois, toute proportion gardée, Deontay Wilder ou des mecs comme ça. Oui, non. Oh, le respect. Non, j'ai gardé les proportions, là. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est un mec, dans toutes les écoles, dans aucune école de boxe, on apprend à faire ça. Tu apprends ce que fait Wilder, tu apprends ce que fait Romero, tu vois, dans aucune école. Ouais. Il a un style tellement propre qu'il a réussi lui-même à développer qu'en fait, je sais pas si on peut dire que c'est pas propre, parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de voir, c'est peut-être une des représentations, une des vitrines les plus pures du style qui est emprunté par Romero. Oui. En réalité, il n'y a pas énormément de déchets dans le style de Romero. Non, mais c'est plus dans son footwork, on sent que que l'instinct domine à fond. Ouais, oui, ok, voilà. Oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Là, dans ce sens-là, on sait que les déplacements, c'est pas vraiment ce qu'on t'a appris. Ça va plutôt être, j'ai envie d'aller tout droit, j'y vais en courant. Ouais, c'est vrai, et du coup, ça rejoint exactement ce qu'on disait par rapport au fait que c'est vraiment, il est plus dans l'animalité que vraiment dans la réflexion, la construction d'un game plan, et je pense évidemment à un certain degré, il y a une adaptation en temps réel par rapport au jeu et au stimuli de l'adversaire, mais c'est vrai que tu as vraiment l'impression qu'il suit simplement une espèce d'instinct animal sans vraiment y réfléchir, et c'est tellement inattendu parce que c'est pas académique pour un sou par l'adversaire qu'en fait ça marche à chaque fois. Personne ne semble être en mesure, à part un mec comme Whittaker, de vraiment prendre la mesure du style et de tout ce qu'apporte Romero, quoi. Ce mec-là, c'est une énigme qu'il est vraiment compliqué de manœuvrer, quoi. Et donc, Dana White l'a annoncé, même s'il faut prendre ce que dit Dana White avec des pincettes, Dana White président de l'UFC, il y aura bien une revanche avec Robert Whittaker, promu champion de la catégorie, prochainement, puisque Romero est un peu blessé à la jambe et Whittaker a toutes les maladies du monde. Qu'est-ce que pourrait donner cette revanche ? Eh ben... Alors là, c'est vraiment, tu sais, Nostradamus, de bac à sable, hein. Mais c'est très rare qu'un rematch se passe exactement de la même manière que l'original, tout simplement parce qu'il y a tellement d'arrangements qui sont faits par les camps d'entraînement, par les combattants, il y a tellement de modifications qui sont apportées pour justement que le même scénario ne se reproduise pas, que toutes les revanches à ce niveau-là, en tout cas, généralement, ça se finit comme on ne l'attend jamais. Donc, pourquoi pas un Romero qui... je sais pas. De toute façon, c'est sûr qu'il aurait une approche différente. Pourquoi pas, qui burst un peu, tu sais, dès le début et qui passe les 2 premiers rounds à essayer de tuer Whittaker, parce que c'est ce qu'il a dit lui-même. Romero, tu vois, c'est ce que j'ai appris contre Whittaker, c'est qu'en fait, quand il est blessé, faut le tuer, tu vois.
un Romero qui dit ça peut être un Romero limite vraiment flippant. Tu vois. Donc, déjà que normalement, il fait pas trop rigoler. ouais, là, tu vois, on aurait vraiment affaire à Super Saiyan Romero, enfin vraiment un espèce de truc un peu dark, tu vois. Donc ça peut aller dans ce sens-là. Après, tout le monde sous-estime, enfin plus maintenant, mais on a quand même eu tendance à sous-estimer Whittaker pendant un certain temps. Plus maintenant. Donc ce mec-là a une telle maîtrise, il est tellement complet, il a une tellement bonne défense de takedown aussi, ce qui est important contre Romero. Donc il n'a pas cette appréhension d'être mis au sol. Il est très très à l'aise dans son striking et lui-même a un style qui est assez original, qui est très aérien tout en étant extrêmement powerful, puissant. Et en gros, il a lui-même vraiment pas mal d'armes assez intéressantes à proposer. Très franchement, ce serait encore une inconnue. C'est vraiment, attention, je me mouille pas, tu vois, mais je sais pas du tout ce qu'il pourrait. Je pense que ça irait pour Romero, moi. Enfin, déjà, je le vois bien. Enfin, il a vu que les takedowns ne marchaient pas, que sa lutte ne marchait pas contre Whittaker. Donc forcément, il n'y aurait pas ce côté fatigue aussi importante à partir du, tu vois, 3e round où le mec est vraiment aux fraises. Je pense qu'à partir de ce côté-là, il utilisera sa lutte que si vraiment ça ne va pas. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus un côté où il va se préserver pour le 5e round qui lui avait fait défaut dans le premier combat. De toute façon, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, je pense qu'au niveau game plan en soi, c'est pas qu'il peut pas faire pire, mais dans ce qu'il a fait et où lui était confortable, il a vu que ça ne marchait pas. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, je pense, c'est que je vois très très mal si finition il y a, que ce soit une finition de Robert Whittaker. Oui, oui, tout à fait. Du coup, si on suit un peu la logique, il y a quand même vraiment moyen que Romero fasse des ajustements et réussisse dans son fameux 3e round préféré à vraiment mettre le train en marche et sortir un coup du chapeau comme on ne s'y attend jamais, tu vois. C'est vrai que il y a sachant qu'en plus, oui, c'est ça aussi, c'est pour moi en fait, Whittaker, comme il a fait le combat parfait face à Romero en adoptant la stratégie qu'il fallait, il peut pas venir avec une autre stratégie, Whittaker. Ce sera obligatoirement la même, dans le sens pas le laisser respirer, pas le laisser faire ses pauses. Enfin, Romero maintenant il sait ce qui va se passer contre Whittaker, donc tu vois, c'est ce qui me fait dire que si normalement ses coachs taffent bien, il devrait faire en sorte qu'il n'y ait pas ces faiblesses-là qui soient mises en avant. Ouais. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est que dans le combat contre Whittaker, en fait, clairement, tu vois, c'est Whittaker qui avait un vrai game plan et qui l'a tenu du début à la fin. Et Romero, non seulement il n'a pas su s'adapter, mais après avoir gagné les 2 premiers rounds, en fait, il était vraiment sans aucune solution, tu vois. Et ce qui me fait simplement peur, en fait, c'est que, tu vois, on disait que Romero, c'était vraiment presque une déflexion animale, etc. Et ben, j'ai vraiment peur qu'en fait, ils viennent tout simplement pas avec un nouveau game plan et en mode. Ça va passer. Je pense que je sais quoi faire. J'ai déjà un peu ressenti le bonhomme. Et en réalité, sans vraiment apporter de modifications qui soient assez pointues pour traverser un peu le bouclier du game plan que sera. Et en plus, Whittaker, c'est vraiment l'étudiant parfait, tu vois. Il est capable de reproduire un game plan qui a été mitonné par ses coachs au millimètre. Et du coup, en fait, cet aspect un peu, comment dire, toujours de théâtre, d'improvisation, c'est ça. Toujours d'improvisation de Romero, plus vraiment que de calcul et de vraiment travail en amont. En fait, j'ai peur qu'ils reviennent un peu les mains dans le caleçon, comme au premier combat, tu vois. Bref, on aura la réponse dans les prochains mois. Maintenant, on va passer à vos questions, puisque vous pouvez désormais nous poser des questions donc c'est parti, sur Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. À chaque fois, n'hésitez pas à utiliser les DMs et ensuite on vous répond directement dans le podcast. On vous remercie pour les questions. Première question d'un fin connaisseur. J'étais agréablement surpris. Donc merci beaucoup pour la question. Que devient Adlan Amagov ? Waouh ! Ouais, mon gars, j'ai vu la question, j'étais là. Monsieur. Bref, joli. Adlan Amagov, du coup, c'était un des plus gros prospects tout à fait. tchétchènes ou dagestanais, je sais plus. En tout cas, un des plus gros prospects, il venait du Sanda, un mec vraiment ultra légitime en Sanda, qui avait fait sa transition au MMA et qui avait un palmarès parfait jusqu'ici, superbe. Il mettait que des KO par spinning back kick, enfin vraiment un mec solide. Et il est venu à l'UFC, et si je me souviens bien, je sais plus contre qui il a perdu, il avait bien commencé. Non, il a juste perdu au Strikeforce contre Robbie Lawler. Oh, je confonds avec un autre. Ah.
Je confonds avec... Ah oui, Adlan Amagov. Attends, c'est le mec... Oui, de toute façon, ils sont tous barbus, mais ok, qui s'était fait mettre KO par genou contre Logan. Oui, exactement. Ouais, et bah, si je me souviens bien, lui, en fait, il en a eu marre des weight cuts, en fait. Voilà. Il en a eu marre des weight cuts, il en avait marre, comment dire, il était pas mal payé, j'en sais rien, tu vois, mais il en avait marre, en fait, de prendre autant de dommages C'est ça. pour aussi peu, et en fait, du coup, un petit peu comme TJ Grant, il a décidé juste d'arrêter, en fait. Voilà. Non, moi, ah putain, je confondais, excusez-moi, je suis vraiment désolé, avec Muslim Salikov. Voilà. Qui n'est pas du tout pareil en fait. Donc, non, Adlan Amagov c'était un mec pareil pourtant qui avait un strike. Mais oui, c'est pour ça. Virevoltant, qui faisait que des coups, enfin absolument Et incroyables. qui avait un aussi bon bilan, enfin vraiment magnifique. Hein. Ah ouais non vraiment le mec en plus était relativement assez jeune, Adlan Amagov. Non. Il est venu à l'UFC etc. Mais oui non je me souviens avoir lu un article dessus. Il en a juste eu marre de couper du poids, de se déshydrater comme un salaud pour 3 centimes et du coup il a juste décidé de se barrer en fait. Et puis en plus dernièrement c'est pour ça aussi que ça avait fait mal parce que j'avais vu un article il y a pas longtemps, il y a quelques mois sur là, apparemment il aurait poignardé un mec. Ah mais oui, c'est vrai. Oui, tu vois, il y a eu une baston ou des meurtres, il y a eu genre 6 meurtres, enfin 6 personnes tuées dans une bagarre, et lui il était de la bagarre, et apparemment il aurait poignardé des gars. C'est le dernier article qu'il y a eu, donc on sait pas si effectivement il a poignardé les mecs ou quoi, mais bref, il n'y a pas de combats qui sont prévus prochainement, quoi. Mais attends, ouais, du coup non visiblement, mais attends juste une bagarre où il y a 6 meurtres, c'est une fusillade ou c'est une bagarre? Apparemment c'était une bagarre, il y avait tous les gars qui étaient là, et je crois qu'il y a eu 6 meurtres, et 6 ou 5 mecs qui ont été poignardés, et peut-être 2 mecs morts, enfin bref. Ouais, quand les Russes font la bagarre, ouais, c'est Une pas... boucherie, donc voilà, en tout cas merci beaucoup pour cette question qui permet de... Impressionnant, hein, impressionnant. Ouais. Et là, maintenant, on va passer donc aux autres questions. Ah, la première. La deuxième, pardon, de Maxime. Merci, Maxime. Pour toi, est-ce qu'on reverra un francophone champion UFC ? Pour moi, c'est un peu... Il y a une marge qui est extrêmement fine, mais en même temps tellement grande. On l'a vu à l'UFC 220. Les francophones sont vraiment tout proches. Hors GSP, hein, hors GSP. Ouais. Hors GSP, ils sont tout proches, mais il y a une classe d'écart. Pour l'instant. Il y a une classe. Pour l'instant. Il y a une classe d'écart, mais je pense comme toi en fait. Là, à mon avis, ce qu'on voit, comme les Tom Duquesnoy, comme les Mansour Barnaoui, Taylor Lapillus. Ngannou, même Ngannou. Oui, je pensais à Ngannou, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi, je le gardais pour la fin et j'attendais, je pense que j'attendais. Pardon. Mais je pense qu'en fait, tous ces combattants-là, c'est vraiment les prémices de ce qui va arriver dans quelques années parce que, bon, évidemment, premièrement, c'est un secret pour personne, le MMA n'est pas légal, donc ça empêche de vraiment se développer comme normalement le sport devrait se développer. Et la France, c'est un tel vivier de combattants. Ouais. On a des super bons boxeurs thaï, on a des super bons judokas, j'ai pas besoin de les nommer. Cédric Doumbé arrive en MMA. Cédric Doumbé arrive en MMA. Donc en fait, on est tellement... on est au plus haut niveau dans tous les sports de combat pris individuellement. Donc il n'y a aucune raison pour que tout ça, cette tradition un petit peu, ne donne pas des combattants d'élite une fois transitionnés au MMA. Donc une fois, et Inch'Allah c'est bientôt, que le MMA sera légal, je pense vraiment qu'en quelques années, ça va faire un effet boule de neige et je suis vraiment persuadé qu'on aura un champion français. Ouais. Tout à fait. Voilà. Francophone, en tout cas. Français francophone, bref, le futur s'annonce radieux. Et puis on l'a déjà vu, Georges Saint-Pierre qui a repris la ceinture et puis là qui l'a abandonné pour se soigner un peu. Ozdemir qui est un solide contender en un an qui s'est imposé comme véritable contender de la catégorie light heavyweight. Et Francis Ngannou qui va revenir que plus fort, enfin, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Ouais. Donc normalement, ça devrait arriver dans les prochaines années. Troisième question, Romero versus Woodley. Est-ce possible ? Pour moi, non. Pour moi, je pense que Woodley est tellement réfléchi, on l'a vu récemment dans le podcast de Joe Rogan, que l'on salue. Il est tellement intelligent, tellement réfléchi, et en plus, il a des enfants, je pense que pour sa carrière, il sait très bien que c'est... Non, mais c'est vrai, c'est que pour sa carrière, pour sa santé, pour sa vie, c'est mauvais. Et puis, financièrement, ça ne lui rapportera rien. Ouais, c'est vrai que ça peut que lui rapporter des ennuis, en fait. Je crois que tu as tout résumé. Il n'a aucun avantage à combattre Romero. Pourtant, il pourrait. Woodley a déjà combattu en middle. Non. Non. Mais il pourrait, il est énorme. Oui.
Donc oui, Woodley pourrait monter s'il le voulait, mais en fait, tu as tout dit déjà. Il n'a aucun avantage à combattre Romero. Aucun. Voilà. Sinon, voilà, ça ferait des points prestige s'il gagne. Et c'est pas Ouais. ici. Ça ferait des points prestige s'il gagne. Et encore, tu sais, toi qui prends tout le temps, et d'ailleurs, c'est vraiment la bonne manière de faire, toi qui prends tout le temps la vision de genre dans 5-10 piges. Oui. Quand on regardera les palmarès, Ouais. eh ben, en réalité, plus personne se souviendra. Et c'est bizarre, hein, Ouais. mais je pense que plus personne ne se souviendra de Romero, tout comme il passe en dessous des radars en ce moment. Et je pense que Woodley le sait et que le risque n'en vaut pas du tout la Chantal Larmina, tu vois. Voilà. Bon, tant pis. Tant pis pour ce combat qui aurait été quand même assez beau. Et enfin, que dis-je, il reste encore des questions. L'autre question qui est, oui, Rose Namajunas versus Johanna Jedrzejczyk. Votre pronostic et votre avis sur Rose qui défend son titre. Question de Hotman Merciotman. Bah, en fait, ce qui m'ennuie un peu avec Johanna Jedrzejczyk, Yes. c'est qu'elle s'est fait battre clairement et sans aucune discussion possible. Mais Vraiment, c'est le weight cutting. Oui, alors voilà, c'est là où j'en venais, tu vois. Ça m'ennuie beaucoup que Johanna Jedrzejczyk essaie de se trouver toutes les excuses du monde, en fait. Le fait qu'elle coupe autant de poids et qu'elle se déshydrate à mort, arrêtons un peu les bêtises, elle le fait à chaque combat. Ouais. Ça a marché jusque-là, ça a juste pas marché contre Tug Rose. Alors après, on en déduit ce qu'on veut. J'aime pas tellement le fait que du coup, ça me fait un peu penser à Ronda Rousey, tu vois, au niveau de l'ego. Ouais. J'aime pas tellement le fait qu'elle essaie de se trouver toutes les excuses du monde. En tant qu'artiste martial, je vois mal dans quel... si c'est le bon état d'esprit, je suis vraiment pas sûr pour progresser, avancer, passer outre ce qu'elle a subi et vraiment se renouveler, tu vois. Il semble qu'elle est restée bloquée sur le combat d'avant et sur les excuses pour essayer qu'elle peut se trouver. Alors que Tug Rose... elle est arrivée vraiment mais sereine, vraiment comme un paix dans le vent, tu vois, et je pense que elle va prendre à mon avis une nouvelle dimension techniquement, et en plus elle est encore super jeune. Ouais. Techniquement je pense que c'est que le début de Tug Rose. Peut-être qu'elle reperdra le combat contre Jedrzejczyk, mais là Je pense pas. non, moi non plus je pense pas. Je pense Et d'ailleurs mon pronostic c'est une victoire de Tug Rose Par mais KO surtout, je pense... ouais. Oh, ce serait terrible. Ce serait Ouais, terrible. ce serait terrible. Ce qui serait presque plus impressionnant, c'est qu'elle la batte par décision. Tu sais, vraiment une domination entière et totale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le futur appartient à Tug Rose. Boom. Je- Ouais, mais c'est le seul petit problème moi que j'ai avec Tug Rose, c'est que vraiment une star est née à l'UFC 217 et ce serait vraiment dommage qu'elle perde sa ceinture, tu vois, contre une Michelle Watterson. Enfin, tu vois, ça ferait un petit coup d'arrêt par rapport à cette victoire qui a vraiment été tonitruante et qui a mis vraiment quelqu'un. Il y a eu un avant et un après. La fille qui était laissée pour morte et puis même condamnée à mort. Ah, waouh! Bah, du coup, comme on disait juste avant, je pense vraiment qu'elle a le fait qu'elle soit devenue championne, et on a vraiment pas mal d'exemples de personnes que ça a transcendé. Je pense qu'une fois qu'elle a eu la ceinture, et comme elle l'a maintenant, Ouais. je pense qu'elle va vraiment arriver avec une confiance en elle et une sérénité par rapport à ses propres skills dont elle sait maintenant qu'elles peuvent, faire concurrence à ceux aux pires bestiaux et aux pires dragons de la catégorie. Je la vois mal maintenant, là où elle en est, et vu son état d'esprit, surtout, qui m'impressionne à chaque interview que je regarde, je vois très très mal dans quel monde elle pourrait perdre sa ceinture contre une journeyman ou une newcomer. Et on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de journeyman dans la catégorie. Oui, ou même... mais chez Strawweight, tout à fait. Mais non, mais ce serait dommage qu'elle perde... Enfin, imaginons là, elle bat Johanna une deuxième fois. Donc là, elle est au sommet de sa hype et elle perd contre Torres, tu vois. Ouais. Tu vois, ce genre de défaite qui serait logique sportivement, où nous, on serait bon, bah Torres, c'est une grosse cliente et tout. Mais le gars, tu vois, qui l'a découverte à l'UFC 217, qui a regardé l'UFC 223 parce qu'avec Khabib contre Ferguson, qui la revoit, qui fait waouh, c'est vraiment le futur, qui la voit perdre contre Torres, serait là, wow. Tu vois ? Ouais. C'est dans ce sens-là où moi, ça me fait un peu peur, en fait. Non, c'est vrai que ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper et on ne pourra pas avoir les réponses avant son prochain combat, simplement pour voir si elle est passée à un niveau supérieur ou pas, en fait.
Du coup, c'est vraiment compliqué. On verra. Donc, en tout cas, merci pour toutes vos questions. On Ouais. termine avec les pronos de l'UFC Fight Night 126. Alors, on va faire co-main event et main event. Je vais quand même annoncer parce que Tu peux me les rappeler? l'UFC nous gâte. L'UFC nous gâte. Alors, co-main event, Derrick Lewis contre Marcin Tybura. Je dis Derrick Lewis, KO 3ème. Ouais. Ouais, je vois mal Marcin Tybura réussir à faire quoi que ce soit contre. Il est trop énorme. Ouais. Trop puissant. Ouais, pareil, KO round 3 en fait, je crois. Ouais, puis il a l'air d'avoir pas mal taffé là sur les réseaux sociaux. Il a maigri, il fait un peu de cardio. Derrick Lewis, il taffe bien. Je pense que sa défaite contre Mark Hunt, à mon avis, mentalement, ça a vraiment été un espèce de wake-up call dans le sens où, pour une fois, tu vois, il s'est retrouvé avec un mec, un peu comme quand il avait combattu Roy Nelson, mais tu sais, avec un gars qui était fat comme lui, tu vois, qui a pas vraiment de... Tu sais, la shape d'un combattant, il s'est fait quand même... il s'est fait niquer au niveau du cardio. Et je pense que lui, il s'est dit, wow, faut peut-être que je m'y mette, tu vois. Ouais, il s'est fait niquer au niveau du cardio. Après, il y a aussi un truc, et c'est pour ça que déjà, je suis même ne serait-ce que surpris que Derrick Lewis recombatte. C'est que, il y a eu le cardio, mais dans son combat contre Mark Hunt, il y a aussi eu un énorme problème, c'est son dos. C'est pourquoi il avait aussi, il avait dû reporter son combat précédent, je ne sais plus contre qui c'était. Contre Fabricio Verdum. C'était contre Verdum. Et son bas du dos, apparemment, a l'air vraiment en vrac, mais genre, tu vois, le puzzle. Okay. Je suis vraiment étonné, je ne sais pas s'il a eu une opération ou quoi que ce soit, ça m'étonne vraiment de le revoir. En plus, tu me dis qu'il a maigri, donc ça veut dire qu'il est capable de s'entraîner beaucoup mieux. Je suis étonné, j'espère juste qu'il a plus tous ces problèmes de dos qui sont, vraiment, ça explose une préparation. Et puis Hunt qui avait mis un énorme coup de coude sur le dos en plus. Ouais, et puis un coup de coude de Mark Hunt, c'est genre 50 kilos. Voilà, c'est ça. Enfin bref, donc là, il est de retour ce week-end, le week-end prochain. Et l'autre combat, alors là, franchement, c'est pour ça aussi que je voulais faire les pronos. Cowboy, c'était marrant parce qu'on aurait fait donc c'est Cowboy Cerrone contre Yancy Medeiros. Si on avait fait ce podcast-là il y a 1 an, on serait là en train de dire Cowboy, ça va peut-être être le futur champion. Il défonce tout le monde. Il sort d'un KO de l'espace contre Rick Story. Un énorme KO sur un high kick contre Matt Brown. Et là, maintenant, le mec reste sur une année, donc 2017. 3 combats, 3 défaites. Donc contre Jorge Masvidal, Robbie Lawler et Darren Till. Donc 2 KO et une décision. Et donc là, qui combat Medeiros, tout fraîchement auréolé d'un des combats de l'année 2017. Voilà. Ouais. Alors, ouais, pareil. C'est vrai que là, c'est fou comme ça change vite. Il y a 1 an, c'était vraiment le hot prospect, ce qui est étonnant, alors qu'il est quand même, il commence à vieillir, tu vois, mais parce qu'il avait, pareil, changé de catégorie, donc le gros call, tout ça. Mais là, c'est vrai qu'il a combattu des très, très, très gros clients, et je pense pas que Yancy Medeiros soit encore au niveau des 3 bons hommes que tu as cités précédemment. Néanmoins, 3 défaites d'affilée. Première en carrière. C'est la première fois qu'il a autant de défaites d'affilée en carrière. Il commence à vieillir, mine de rien. Je questionne sa motivation. De toute façon, sa palette de skills, son stand-up absolument somptueux, le fait qu'il soit intestable au sol, ça, ce sera toujours là. Mais à l'instar de Rockhold, je me demande vraiment s'il est dedans, s'il n'a pas un pied déjà dans l'entrebâillement de la sortie, tu vois. Et s'il y a une autre guerre contre Medeiros, au niveau des skills et des compétences martiales, il est au-dessus largement de Medeiros, mais en termes de qui en veut le plus, en termes de qui est capable de tenir une guerre et qui est capable de mettre le petit coup à la fin, je pense que Medeiros peut parce que Medeiros c'est plutôt ça, vraiment, tu sais, une espèce de brawl. Là, combat contre Cowboy, enfin l'autre Cowboy, Oliveira. Ouais, c'est ça, vraiment un espèce de combat où les deux sont à fond et ils mettent tout sauf l'évier, tu vois. Et ça peut vraiment partir en faveur de Medeiros. Et d'ailleurs, mon pronostic, c'est en 5 rounds. Oui. Ouais, 5 rounds, main event. C'est le main event. Et franchement, je vois bien un petit
un petit TKO, donc stoppé par l'arbitre, de Medeiros au round 3. God damn. Ouais. Je vais te suivre là-dessus parce qu'en fait le dernier combat en fait de Medeiros, il est quand même passé pas mal de fois près du TKO et ou du KO tout court, et il a vraiment réussi à se relever, et je pense que ça montre aussi que Cowboy, tu vois, au niveau des skills sont plus polis, beaucoup plus clean, et il arrivera pas à mon avis à le finir, et je pense qu'à partir du moment où Medeiros aura cette attitude, tu vois, de vraiment mort de faim. Cowboy, on a vu dès que les mecs ont vraiment une attitude de gars qu'en veut et qui est vraiment pas là pour déconner, il se recroqueville sur lui-même et c'est terminé, quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est un bon point que tu fais. Si on doit finir là-dessus, c'est vrai que si on a quelque chose aussi qu'on peut peut-être reprocher à Cerrone, c'est que mentalement, psychologiquement, à chaque fois qu'il tombe, tu sais, sur un mec en face, sur un pitbull qui défend son steak, tu vois, sur un mec qui vient pour le cramer et qui ne doute pas, eh ben c'est toujours Cowboy Cerrone qui doute le premier. C'est terrible. C'est terrible. Hein. C'est terrible, surtout au niveau du personnage. Parce que ça, ce qui est assez marrant, c'est que c'est Cowboy, putain de Cerrone, le mec qui est quand même, qui a son ranch, qui est assez un thug dans toutes les histoires qui traînent autour de lui, qui aime bien tout ce qui est sport extrême, tout ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que t'as un gars qui est un peu mal alpha ou qui lui montre qui est le patron, c'est terminé. C'est étonnant. C'est un cas d'école, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Sur ce, Rust, à la prochaine. Bah, je crois bien. Allez. À tout. Tchuss. See ya. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up.